Le président Trump, qui a attaqué parfaitement le Venezuela, a annoncé ses objectifs, à savoir le Groenland, Cuba et la Colombie. Il semble particulièrement intéressé par le Groenland. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de plus près. Regardons tout de suite. Le 4 janvier, Trump a réaffirmé que les États-Unis avaient besoin du Groenland, territoire danois, pour leur défense. Après l'invasion du Venezuela, il a évoqué son intention de s'emparer du Groenland. Le Danemark a aussitôt exprimé son opposition, ravivant les tensions autour du Groenland. Mette Frederiksen, première ministre danoise, a réagi à l'annonce de Trump en déclarant qu'il fallait dire clairement aux États-Unis que l'idée que l'Amérique prenne le Groenland est totalement absurde. Dans le même temps, la première ministre Frederiksen a également exhorté le président Trump à cesser les actes qui menacent un allié historique. Le président Trump continue d'affirmer que les États-Unis doivent posséder le Groenland, alors que des navires chinois et russes naviguent près du Groenland. Le Danemark semble menacé par ces actions des États-Unis. Le Danemark a qualifié les États-Unis de menace potentielle pour la sécurité dans son rapport de renseignement. 2025. Les États-Unis privilégient leurs intérêts, utilisant leur puissance économique et technologique comme moyen de pression, même envers alliés et partenaires. Le président Trump, questionné sur une action militaire contre la Colombie, a estimé que c'était une bonne idée. En visant le président colombien Gustavo Petro, il a affirmé que la Colombie était très malade, dirigée par un malade qui adore produire et vendre de la cocaïne aux États-Unis. Il a ajouté que cela ne durerait pas, et exprimé une opinion positive sur une possible opération militaire contre la Colombie. Il a ensuite parlé de Cuba. Trump a affirmé que Cuba semblait proche de l'effondrement, ignorait combien de temps le pays tiendrait, et qu'il manquait de revenus. Actuellement, le président Trump semble viser le Groenland, Cuba et la Colombie, exprimant son intention de mener des opérations militaires ou de prendre le contrôle de ces régions. Cela crée un choc mondial, et le président Trump promeut actuellement la doctrine Donlow. La racine de ce concept remonte à la doctrine Monroe, proclamée en 1823 par le président James Monroe. À l'époque, les États-Unis ont clairement indiqué que les puissances européennes ne devaient pas intervenir sur le continent américain, établissant ainsi l'hémisphère comme zone d'influence américaine. La doctrine Monroe, évoquée par Donald Trump, désigne sa volonté de poursuivre cette idée en fusionnant les noms Donald et Monroe. Et le président Donald Trump a évoqué cela publiquement le 3 janvier dernier, envoyant ainsi un message clair. Cette déclaration ne peut pas être considérée comme une annonce improvisée. L'administration Trump avait publié, le 5 décembre dernier, un rapport sur la stratégie de sécurité nationale 2022, visant à contrer l'ingérence extérieure et à renforcer l'influence américaine en Amérique. La doctrine Monroe prolonge cette stratégie. Dans ce contexte, le fait que le Groenland, Cuba et la Colombie soient successivement mentionnés juste après la fin de l'opération militaire contre le Venezuela n'est pas un sujet à prendre à la légère, n'est-ce pas ? Cela est interprété comme un signe que les États-Unis cherchent à renforcer leur emprise sur l'ensemble de l'hémisphère occidental, et il y a de plus en plus de prévisions selon lesquelles cela pourrait entraîner des conflits et des incidents encore plus importants à l'avenir. Le président Trump montre un intérêt marqué pour le Groenland, ce qui doit être pris au sérieux. Ce territoire autonome du Danemark, allié des États-Unis, n'est ni une zone de conflit, ni un pays hostile. Si les États-Unis exercent une pression militaire ou veulent annexer le Groenland, cela déstabilise l'alliance de l'intérieur, pas face à un ennemi extérieur. Si les États-Unis passent réellement à l'action, ce jour-là, ce n'est pas seulement la base de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, qui sera ébranlée, mais il est fort probable que l'Alliance entre dans une phase de destruction et d'effondrement. C'est pourquoi les pays européens réagissent si fortement à cette question. La question du Groenland n'est pas seulement un problème pour le Danemark, mais elle constitue un précédent où les États-Unis menacent eux-mêmes la sécurité du territoire d'un pays allié. Déjà, dans plusieurs pays européens, on évoque publiquement la solidarité politique et diplomatique avec le Danemark, et les voix s'élèvent de plus en plus pour freiner les actions unilatérales des États-Unis. Si cette tendance continue, des doutes sur la fiabilité des États-Unis comme partenaire de sécurité se répandront inévitablement en Europe. En conséquence, le conflit entre l'Europe et les États-Unis risque de s'aggraver bien plus qu'aujourd'hui, et il est fort probable que l'alliance transatlantique subisse une fracture difficile à réparer. À cela s'ajoute un autre facteur important. La cérémonie remet des prix aux habitants du Groenland. Ceux-ci refusent l'intégration aux États-Unis, ont obtenu des compétences du Danemark et visent à terme l'indépendance. Dans une telle situation, le fait que les États-Unis évoquent une annexion ou une domination extérieure ne peut qu'engendrer une forte résistance au sein de l'ensemble de la société groenlandaise. La pression américaine renforce le soutien à l'indépendance au Groenland, et les propos de Trump sont vus localement comme un manque de respect pour leur souveraineté. En fin de compte, la question entourant le Groenland dépasse la simple compétition stratégique entre grandes puissances et s'étend à un conflit plus fondamental concernant l'ordre des alliances et l'autodétermination des peuples. Quand Trump évoque la Chine en parlant du Groenland, ce n'est pas anodin, n'est-ce pas ? Si l'on interprète la raison pour laquelle les États-Unis accélèrent de manière inhabituelle sur la question du Groenland uniquement par la variable russe, on passe à côté de l'essentiel.
Il y a un autre axe décisif, et c'est la Chine. La Chine a depuis longtemps inclus l'Arctique dans sa sphère stratégique et s'est définie dans des documents officiels comme un État proche de l'Arctique. Qu'un pays qui ne possède ni territoire ni littoral en Arctique utilise ce genre d'expression a une intention claire. Il s'agit presque d'une déclaration visant à redéfinir l'Arctique, non pas comme un espace géré par quelques pays, mais comme une scène de compétition internationale. La Chine considère l'Arctique comme un futur champ de bataille clé, où la logistique, les ressources et l'équilibre militaire se croisent simultanément. Cette stratégie s'aligne précisément avec l'initiative « Une ceinture, une route ». La Chine sait que la route maritime passant par la mer de Chine méridionale et l'océan Indien vers l'Europe peut être contrôlée à tout moment par les États-Unis et leurs alliés. C'est pourquoi l'alternative sur laquelle elle s'est concentrée est la route maritime de l'Arctique. Avec la fonte des glaces due au changement climatique, la distance de transport entre l'Asie et l'Europe diminue considérablement, et une nouvelle voie s'ouvre permettant d'éviter des points de passage vulnérables comme le canal de Suez ou le détroit de Malacca. Du point de vue de la Chine, la route maritime de l'Arctique a une signification qui va au-delà d'une simple nouvelle voie maritime. C'est une sortie stratégique qui pourrait lui permettre de respirer même en cas de blocus maritime. La Chine nomme la route maritime de l'Arctique « route de la soie polaire » et veut l'intégrer à l'initiative « la ceinture et la route ». Au Groenland, d'importantes réserves de terres rares sont estimées à 1 450 000 milliards de wons, faisant du Groenland un acteur clé. Il est au centre de la route maritime de l'Arctique, permettant de surveiller la voie, sécuriser les escales et accéder aux ressources. En réalité, la Chine a tenté par le passé de participer à la construction d'un aéroport au Groenland et a montré un vif intérêt pour le développement des terres rares et des mines. En particulier, le projet d'aéroport ne pouvait pas être considéré uniquement comme une infrastructure civile. Une piste d'atterrissage longue distance peut, selon la situation, être utilisée à des fins militaires, et il y a de fortes chances qu'elle soit transformée en base pour la surveillance par satellite ou les opérations aériennes. Le gouvernement danois a donc empêché la participation des entreprises chinoises. En apparence, ils ont invoqué des questions de sécurité. Mais en réalité, il s'agissait d'une décision visant à empêcher la Chine d'accéder à l'Arctique. Les États-Unis surveillent de très près ces mouvements. La route arctique s'ouvre à cause du réchauffement climatique. En 10 ans, le trafic maritime y a été multiplié par 37. La Russie s'est préparée à cela et a déjà établi de nombreuses bases militaires à travers toute la région arctique. Si la Chine intervient en misant sur son économie et ses infrastructures, l'Arctique risque d'échapper à l'influence américaine. Elle privilégie l'investissement et le développement à la force militaire, et ne se retire pas facilement une fois installée. Ce schéma de prise de contrôle des ports, aéroports, mines et réseaux de communication avant l'influence politique a déjà été vu en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Du point de vue des États-Unis, le Groenland pourrait devenir le premier terrain d'essai sérieux pour cette méthode chinoise dans l'Arctique. Ainsi, les États-Unis voient le Groenland comme la ligne de front de la rivalité avec la Chine, et non seulement comme une zone riche en ressources ou une base secondaire. La raison pour laquelle les États-Unis réagissent de manière presque excessive à la question du Groenland est qu'ils ressentent une forte menace. S'ils perdent le contrôle de ce point, la domination sur l'ensemble de l'Arctique pourrait pencher en faveur de la Chine. Il est clair que les actions des États-Unis bouleversent la communauté internationale. La Chine, la Russie et d'autres pays anti-américains ont vivement condamné l'action militaire américaine contre le Venezuela. Ils élèvent le niveau de leurs critiques en allant jusqu'à qualifier cela d'atteinte à la souveraineté. En revanche, certains pays comme Israël, l'Italie et l'Argentine affichent une position ambiguë en reconnaissant la légitimité de l'intervention américaine. Le problème plus grave est que la fracture entre l'Europe et les États-Unis devient de plus en plus évidente. Comme je l'ai mentionné précédemment, alors que les États-Unis manifestent à plusieurs reprises leur volonté d'intégrer le Groenland dans leur sphère d'influence, une forte méfiance grandit au sein de l'Europe. En conséquence, la confiance dans l'Alliance Atlantique est ébranlée, et il est très probable que les conflits entre l'Europe et les États-Unis s'intensifient encore davantage. La situation interne des États-Unis ne peut pas non plus être considérée comme stable. Après que Trump a attaqué le Venezuela sans l'accord du Congrès et évoqué d'autres interventions, la tension politique monte. En particulier, le Parti démocrate affirme que l'administration outrepasse ses pouvoirs et réagit fortement, ce qui contribue à approfondir la division politique aux États-Unis. La situation actuelle semble évoluer de manière très urgente. Qu'en pensez-vous de la situation actuelle ? Laissez vos commentaires. La vidéo se termine, merci.